Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes de retour TSA Direct ce matin. Et nous avons l'honneur d'accueillir Yasmine Tarki, Bonjour. architecte. Vous êtes également commissaire du Festival international Architerre, qui est Absolument. spécialisé en architecture de terre. Et vous êtes également directrice du Centre national du patrimoine culturel bâti en terre, qui est à Timimoun. On va parler des trois, donc on va parler d'architecture et de l'architecture de terre et du centre qui est à Timimoun. Le festival se termine aujourd'hui, Yasmine. Est-ce que vous pouvez un peu revenir, nous faire un petit bilan de cette manifestation qui a eu lieu à la faveur du Batimétec et le salon du bâtiment? Absolument. Donc c'est la 6e édition du festival. C'est une édition un peu spéciale comme la précédente, puisque ces deux éditions se sont tenues dans le cadre du salon Batimatech. C'est une édition réduite. Pour des raisons financières, Ouais. Mais c'est une édition qui nous a permis, encore une fois, d'une part de recevoir des étudiants, donc ça reste intéressant. Bon, malheureusement, ce ne sont que des étudiants de l'EPO, alors que dans la version traditionnelle du festival, on recevait des étudiants de tous les départements d'architecture et de génie civil du pays, mais bon, voilà, il y a toujours des étudiants. Et puis, d'autre part, c'est une édition qui nous permet quand même de recevoir les professionnels du bâtiment, et c'est également important pour les architectures de terre de les promouvoir auprès des professionnels du bâtiment. Alors, cette édition réduite, pour en résumer les activités, puisqu'on en est à la fin, il y a eu des ateliers pratiques d'initiation aux techniques majeures de construction en terre, comme d'habitude, c'est-à-dire arc-voûte dôme, bloc de terre comprimé, et pisé. Cette année, on a introduit un atelier pisé. Il y a eu également une exposition qui s'appelle Architecture en terre d'aujourd'hui, qui est une exposition qui montre les 40 projets finalistes du Terra Award. Le Terra Award, c'est le prix international des architectures contemporaines en terre. Oui. Donc une exposition qui montre à travers le monde entier des édifices ultra contemporains bâtis avec de la terre, et ça c'est important de le montrer, notamment aux professionnels, pour leur dire maintenant il faut y aller. Oui. On y va dans le monde entier, allons-y aussi chez nous. Et puis finalement hier, un séminaire, une journée donc d'information et de sensibilisation autour des architectures de terre, avec un débat d'experts sur la question du développement potentiel de la filière terre en Algérie. Voilà. Et dans Architerre, toujours depuis sa création, vous avez toujours insisté sur la nécessité de former et d'intéresser les étudiants à cette forme d'architecture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Architerre est né pour pallier à un problème. Le problème, c'est qu'au niveau des établissements d'enseignement, qu'ils soient d'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'université avec les départements et l'école d'architecture, et les départements et l'école polytechnique, donc ceux qui enseignent le génie civil également, partout, on enseigne aux étudiants que les techniques et les matériaux de construction industriels. Le béton. Voilà, le béton, l'acier, un tout petit peu le bois. Et le problème, c'est que tout notre patrimoine, comme le patrimoine universel, hein, c'est pas seulement le nôtre, est bâti avec des matériaux locaux, c'est-à-dire terre, pierre et bois. Et donc, tous ces futurs architectes et ingénieurs sortent de leurs écoles. Et c'est également le même problème pour la formation professionnelle, hein, il faut bien le dire. Les maçons aujourd'hui n'ont aucune qualification pour intervenir avec des matériaux locaux. Et donc, c'est vraiment pour pallier à cette carence de la formation universitaire et professionnelle que nous avons créé le Festival Architerre, parce qu'il fallait absolument faire en sorte de donner l'envie, de faire prendre conscience aux futurs architectes, aux futurs ingénieurs, d'abord de leurs responsabilités par rapport à la préservation du patrimoine national, et puis des moyens qu'ils ont d'aller se former seuls pour pouvoir prendre en charge demain ce patrimoine. Est-ce qu'il faut justement que les architectures de terre doivent être une matière enseignée à l'université? Est-ce qu'on peut l'introduire? Ça, c'est absolument indispensable. Ouais. Ça fait partie des missions du CAPTER, d'essayer de travailler pour faire en sorte justement que les formateurs, que ce soit formation professionnelle, formation universitaire, architecture, génie civil, génie des matériaux, etc., que ces gens-là recommencent à donner les connaissances de base dans le cursus, dans le premier cursus, dans le cursus de base de ces spécialités sur les matériaux locaux. Ça, c'est absolument indispensable. Malheureusement, nous n'y sommes pas, ni chez nous, ni ailleurs dans le monde. Hein. Ça, il faut comprendre que c'est vraiment un problème mondial. À partir du moment où on a décidé de généraliser l'utilisation des matériaux industriels, donc à partir des années 40, c'est tout près dans l'histoire, hein, ça remonte à hier. Hein. À partir de ce moment-là, les enseignements se sont exclusivement focalisés sur les matériaux industriels, malheureusement au détriment
des matériaux locaux. Un architecte, le siècle dernier, il savait travailler avec de la pierre et de la terre. Oui. Un architecte d'aujourd'hui ne sait absolument pas utiliser ces matériaux. Et ça, c'est dramatique pour la prise en charge de notre patrimoine. Est-ce qu'il n'y a pas du lobbying du ciment derrière, du béton Oui, on sait derrière bien, tout ça? Nécessairement. Le lobby du ciment travaille pour faire en sorte que tout le monde continue à utiliser ce matériau. Il y a une chose importante quand même sur laquelle il faut attirer l'attention des téléspectateurs, ou comme on dit pour le web, auditeurs, internautes, lecteurs également, des internautes, voilà. C'est que le patrimoine que nous avons est un patrimoine non renouvelable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que toute la production architecturale actuelle est une production architecturale qui ne pourra pas se patrimonialiser. Pourquoi ? Dans les villes. Dans les villes ou ailleurs, ouais. partout. Oui. Tout ce que nous sommes en train de produire, depuis actuellement, que nous utilisons les matériaux industriels, ne deviendra pas patrimonial. Pourquoi ? Parce que les matériaux industriels, il faut bien le dire, sont des matériaux jetables. Le béton, les gens ne le comprennent pas encore, mais le béton a une durée de vie de 60 ans à un siècle. Maximum. Mais absolument. Oui. Pour aller au-delà, il faut refaire entièrement, comme nous venons de le faire avec le stade du 5 juillet. Justement, vous avez vu le 5 juillet, au bout de moins de 50 ans, alors que c'est un ouvrage remarquable, c'était quand même un ouvrage d'excellente qualité. Au bout de moins de 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux gens qui sont tombés, les gradins se sont effondrés partiellement, et il y a des gens qui y ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui a une durée de vie limitée. Mais en même temps, ça répond à une logique, à la logique industrielle. Si les industriels produisaient des matériaux comme la terre ou la pierre à durée de vie éternelle, ils seraient déjà morts. Ils seraient morts de leur plus belle mort. Évidemment, ils ne peuvent pas. Ils produisent des matériaux à durée de vie limitée. Pour renouveler à chaque fois. Absolument. Et tout ce que nous sommes en train de produire, c'est pour ça que tout ce que nous sommes en train de produire n'a aucune chance de devenir du patrimoine dans les siècles qui viennent. Le seul patrimoine qui va durer encore des siècles et des millénaires, c'est celui que nous ont laissé nos ancêtres. C'est-à-dire la pierre. Absolument. C'est ce qui est bâti en pierre, ce qui est bâti en terre. Et c'est pour ça que nous avons vraiment le devoir de le préserver. Parce qu'à chaque fois qu'une maison en terre disparaît, c'est une partie de notre patrimoine qui disparaît. Et ce patrimoine, nous ne pourrons pas le renouveler. Et ça, c'est absolument dramatique. Et comment justement convaincre les constructeurs, les entreprises de construction, de réalisation, de construire en terre et en pierre? Mais je crois, vous savez, ce qui se passe, en bois aussi. Chez nous, c'est toujours la commande de l'État qui prédomine. Si l'État avait décidé, et j'espère que l'État décidera à court ou moyen terme d'imposer l'utilisation des matériaux locaux, ne serait-ce en première instance que dans le logement et des petits équipements publics, d'accord, je pense que les autres suivraient. Si la commande de l'État existait, eh bien, tout le monde s'y mettrait. À partir du moment où l'État, après l'indépendance, a commandé exclusivement des ouvrages qui devaient utiliser les matériaux industriels, il a forcé tout le monde à se mettre à l'utilisation des matériaux industriels. Je vois, par exemple, dans les régions du Sud, il y a encore 30 ans, les artisans, c'est-à-dire les maçons, etc., les artisans du bâtiment, n'utilisaient que les matériaux locaux. En 30 ans de commande de l'État, et évidemment, ils ont été obligés de se reconvertir. Aujourd'hui, ils sont très peu nombreux à utiliser les matériaux locaux. Ils se sont tous mis au ciment parce qu'il faut bien continuer à travailler. Mais la commande étant une commande exclusivement axée sur l'utilisation du ciment, eh bien, ils ont dû se reconvertir au ciment. Mais je pense que si l'État recommençait à commander des matériaux locaux, que ce soit de la pierre, du bois, du plâtre, enfin, ils sont nombreux, les matériaux locaux, eh bien, en quelques décennies, on pourrait réinverser la tendance. Et je pense vraiment qu'il faut le faire. Il faut le faire pour différentes raisons, et notamment pas seulement pour des raisons culturelles, parce que pour moi, évidemment, la culture prédomine. Mais en même temps, il y a d'autres raisons, et notamment des raisons économiques. L'économie d'énergie aujourd'hui, c'est une préoccupation mondiale. On va bien être obligé d'ouvrir les yeux sur le fait que nous ne pouvons pas continuer à produire un habitat en béton dans des zones où il fait 40 à 60 degrés 5 mois par an. Oui, on a vu ça déjà à Tarit, à Temimoun, à Adrar, et dans Tougourt et dans les autres des régions du Sud, on construit avec des briques.
Ou du parpaing, ce qui est du encore pire. parpaing dans Bien le pire, les sud. briques, ça va encore. Et comment expliquer justement, alors qu'on sait parfaitement que ça ne résiste pas? Mais c'est parce que d'une part, on a perdu les savoir-faire Oui, liés à l'utilisation des matériaux locaux. oui, Et puis, d'autre part, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas mécanisé. Ça, c'est quelque chose qui est Oui. terrible. oui, On n'a pas mécanisé la production des matériaux locaux. oui, Vous allez ailleurs en Occident aujourd'hui, vous pouvez aller acheter une adobe, donc une brique de terre crue, oui, séchée au soleil, comme vous achetez un parpaing. C'est votre Ouais. choix. oui. Et l'adobe, elle est disponible. Vous Elle est, pouvez elle est l'acheter, disponible transférer. ouais, sur le marché. Aujourd'hui, en Algérie, moi, je vois au niveau de Timimoun, les gens sont très, très, très nombreux Oui, qui rêvent de construire leur maison en terre. Ils finissent par baisser les bras parce Parce que qu'ils c'est trouvent pas. beaucoup trop compliqué. Ouais. Voilà, parce qu'il faut trouver des ouvriers qui Ouais. vont venir vous produire les briques sur place. Un jour il vient, un jour il vient pas, etc. Mm. Et donc ça fait que beaucoup de gens qui ont envie, qui sont convaincus de l'intérêt de construire avec des matériaux locaux, finissent par faciliter, par renoncer à ça. Mm. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si la commande de l'État existait, eh bien, il y a des investisseurs, ça aussi, au Cap-Terre, j'en reçois énormément. J'en ai Ouais. beaucoup reçu, des Ouais. investisseurs qui avaient envie d'investir dans les matériaux locaux. Ouais. Sauf que les gens, évidemment, un investisseur, il veut être sûr qu'il y a un marché derrière. Il y a un marché Et derrière, le que les gens marché le qui plus commandent important, qu'on le veuille ou pas, c'est le marché de l'État. de l'État. Tant que la commande de l'État n'aura pas au moins en partie garanti Ouais. que ces matériaux seront achetés, eh bien les gens n'investiront malheureusement pas. Donc je pense, alors on a reçu dans le cadre de l'ouverture d'Architer cette année sur Batimatech, monsieur le ministre de l'Habitat, qui était d'ailleurs accompagné par monsieur le ministre de la Culture et deux autres, et le ministre de l'Habitat disait qu'il était allé à BBM, à Bojbadi Mokhtar, Mokhtar, oui. et qu'il était très choqué de voir qu'on y construisait avec du parpaing. Oui. Et qu'il espérait qu'on allait recommencer à utiliser les matériaux locaux. Je lui dis, mais allons-y, allons-y. Oui. Donc il y a vraiment une nécessité Il y a une prise de la conscience. prise de conscience, voilà. Oui. La prise de conscience politique, Oui. parce que c'est ça qui est important. Qu'on le Oui. veuille ou pas, ça passe Oui. par une volonté politique forte. Oui. Et je pense qu'il va y avoir un moment, au vu de la crise économique, où on va comprendre qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. ouais. Je vois aujourd'hui, l'an dernier, avec l'augmentation des factures d'électricité, Oui. je vous assure qu'à la fin de l'été, les gens, quand ils ont reçu leurs factures, ils pleuraient. Dans le sud. Bah oui, les gens qui habitent des maisons en béton. Parce qu'il faut utiliser Il les faut climatiseurs. un climatiseur par ouais. espace. Par Et espace, des ouais. gros climatiseurs. Et Ouais. avec ça, c'est à peine vivable. Ouais. Moi, j'ai la chance d'habiter une maison en terre. J'ai un climatiseur, je le mets Ouais. sur 24 degrés. Bon, Ouais. c'est vrai que je pourrais vivre sans. Mais on a pris des habitudes de confort, il ne faut Ouais. pas se mentir. Ouais. Hein, on a pris des habitudes d'extrême confort. Moi, je me souviens quand on était petit, on transpirait, on avait chaud tout Mm. l'été, mais c'était l'été. Mm. Aujourd'hui, on ne supporte plus d'avoir chaud. Ouais. Donc voilà, moi aussi, j'ai un climatiseur, mais moi, avec un climatiseur à 24 degrés dans une maison en terre, j'ai un confort de vie vraiment très agréable. Alors que dans les maisons en Sauf que dans une parpaing, maison en parpaing en briques, mais c'est. c'est dramatique. Parce Vous que ne pouvez c'est- pas imaginer, c'est un four Oui. en été. et c'est glacé en hiver. Mm. C'est juste infernal. Donc c'est juste infernal. c'est pas du tout adapté pour le sud, donc Algérie. Absolument pas. Ouais. Je veux dire, vous savez, je crois que nos ancêtres n'ont rien fait gratuitement. Ouais. La production de nos ancêtres est la production d'une intelligence millénaire, Ouais. intergénérationnelle qui s'est transmise de génération en génération. Mm. Et s'ils ont construit avec ces matériaux et sur les modèles urbains qu'ils ont utilisés, parce que ça aussi, ça compte, Ouais. ça fait une sacrée différence. Quand vous avez un sol dans lequel toutes les maisons sont accolées les unes aux Accolées, autres, elles se entrelacées, font toutes de l'ombre, il y a des toutes petites Ruelle, ouais. couvertes, etc. Et quand vous avez une maison livrée au soleil, seule au milieu d'un jardin, je peux vous dire que, évidemment, elle ne reçoit pas autant de froid ou autant de... Que les maisons dans le sud. que la maison d'un Arsop. Donc voilà, on a désappris. On a Le savoir millénaire. maîtrisé Le savoir un savoir millénaire Ouais. qui était d'une intelligence absolument remarquable, et c'est dommage. Et, vous avez parlé des Qsar du Sud, et les Qsar du Sud, certains sont en train de... en des situations difficiles. Le TSA, on a parlé dans des reportages, notamment le Qsar de Bni Abbas, dans la wilaya de Béchar, le Qsar de Tarit, dans la wilaya de Béchar, le Qsar de Temimoun également, il y a le Qsar aussi à Tamantet, il y a une quinzaine à Tamantet, dans la région d'Adrar, pas uniquement la Sabra et le Touat, mais également dans les zones, dans le sud-est algérien. Les Qsar sont en train sont en difficulté actuellement, certains sont menacés de disparition, certains sont en train de s'effondrer. Quel est le meilleur moyen de les protéger?
Moi, je crois en une chose, c'est que l'unique moyen de protéger les ressources, en tout cas sur les siècles qui viennent, c'est de réussir à y maintenir les populations. Et l'unique moyen, à mes yeux, d'y maintenir les populations, c'est de moderniser à l'intérieur ces maisons. Regardez tous les centres historiques du monde, parce que nous, on regarde nos centres historiques différemment de la manière dont on regarde ceux d'ailleurs. Prenons le centre historique de Paris. C'est un centre historique, il est bâti en matériaux locaux, exactement comme nos centres historiques. C'est de la pierre à Paris, et c'est de la pierre et de la terre. Vous avez à Paris, dans le Marais, qui est le plus vieux quartier de Paris, ce qu'on appelle des pans de bois. C'est-à-dire que c'est des structures en bois avec un remplissage en terre. Il y en a beaucoup dans le Marais. Donc voilà, il y a de la terre et de la pierre à Paris comme ailleurs. À Timimoun ou ailleurs, ou en Chine, ou partout. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé ces structures et à l'intérieur, ils ont introduit tout le confort moderne. Et par ce biais, ils ont réussi à maintenir les populations et donc à sauvegarder leur patrimoine. Et ils le sauvegardent en plus pour des raisons fortement économiques. Parce que le tourisme touristique, la manne économique que représente le tourisme culturel dans le monde aujourd'hui, c'est quelque chose de colossal. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est le seul moyen. Parce que demander... chez nous, il y a eu à une époque une fâcheuse tendance à vouloir muséifier le patrimoine. Il y a eu une volonté de ne pas toucher. Attention, non, on ne touche pas. On laisse comme c'est. Mais c'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce patrimoine a évolué de génération en génération depuis des millénaires. La maison de la Casbah qu'on voit aujourd'hui, c'était pas la même il y a 10 siècles. Il y a 10 siècles, c'est pas la même, Elle a évolué progressivement avec l'évolution de la société et des populations qui l'ont habitée. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas priver ces maisons d'évoluer. Si on les prive d'évoluer, il va leur arriver ce qui est en train de leur arriver. Alors, il y a une grande partie des Rsoul qui ont été désertés par leur population. Parce qu'on leur a dit, si vous voulez vivre de manière moderne, il faut sortir. On va vous construire des maisons en béton à l'extérieur. L'idéal, c'est de garder les populations à l'intérieur. Absolument. On peut introduire tout le confort moderne. Ça a été fait dans le monde entier. Donc, l'unique moyen, c'est d'introduire le confort moderne pour maintenir les populations qui, elles, prendront en charge l'entretien de ces maisons. Parce qu'une opération de réhabilitation ou une opération de restauration, c'est bien beau. Mais ça tient combien de temps? On parle de siècles. Il faut que les gens comprennent que la gageure, c'est de pouvoir travailler de manière à ce que nous puissions nous assurer que ce patrimoine continue à se transmettre de génération en génération sur les siècles et les millénaires qui viennent. Il ne s'agit pas de permettre à ce patrimoine de durer encore 10 ans ou 20 ans ou même un siècle. Donc voilà, l'unique moyen, c'est ça, c'est de faire en sorte que ces maisons évoluent et soient entretenues. Et le seul moyen d'entretenir une maison, c'est qu'elle soit habitée. Et le seul moyen qu'elle soit habitée, c'est qu'elle réponde aux normes modernes d'habitabilité. Parce que jusque-là, dans certains, notamment Ibn Abbas, la réhabilitation s'est faite, mais on a laissé l'Orsal vide. Oui, mais c'est pas qu'on ait laissé l'Orsal vide, c'est qu'on n'a pas suffisamment réfléchi pour faire en sorte que ce Orsal ne reste pas vide. Les populations qui habitaient l'Orsal, on n'a pas vidé l'Orsal pour le réhabiliter. Il était déjà vide. Il était vide et on a décidé de réhabiliter une moitié de l'Orsal. C'est la moitié du Orsal qui a été réhabilité à Ibn Abbas. C'est pas le seul exemple. Pas le seul exemple. Il y a l'Orsal del Mihan, par exemple, au niveau de Janet. Il y a l'Orsal au niveau de l'Bayed, l'Orsal de Boussemroun. Enfin, il y en a plusieurs qui ont été réhabilités et partout, le constat est le même. Ils sont restés vides. Pourquoi? Parce que justement, on ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'on allait donner à ces populations pour faire en sorte qu'elles reviennent. Il fallait une plus-value. Au niveau du Rsal de Ibn Abbas, vous avez un Rsal qui est situé à l'extérieur de la ville, dans sa palmeraie. On n'a pas prévu de transport, on n'a pas prévu une poste, on n'a pas prévu une école, on n'a pas prévu une infirmerie, enfin, on n'a rien prévu. On a réhabilité le Rsal et on a espéré que par miracle, les gens allaient venir s'y réinstaller. Mais au nom de quoi? Pourquoi? Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire mieux. Mais est-ce que c'est avant de revenir au capteur de Temimoun, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines, une conférence à Alger sur la Casbah d'Alger. Et l'idée, c'était comment revitaliser la Casbah, comment les gens vivent. On a cité l'exemple de la ville de Lodz en Pologne et je pense aussi à la ville de Tunis, le vieil Tunis. Est-ce que l'idéal, c'est pas pour une ville, l'ancienne patrimoine historique, centre historique comme la Casbah, il faut que les
population soit maintenue à l'intérieur. Absolument. Comme pour les sols du Sud. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue. Et regardez, demandez-vous tout ce que vous avez vu comme centre historique dans le monde. Ce sont les centres du tourisme. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Parce que pour maintenir le patrimoine, il faut réussir à maintenir sa valeur d'usage. Ça veut dire qu'il soit en accord avec son temps, d'une part, pour que les populations y restent, et ensuite réussir à lui donner une valeur économique. Oui. C'est ça. Et l'économie, la valeur économique, plus la valeur culturelle, donnée, ouais. La valeur culturelle, elle est intrinsèque. Elle y est déjà. On ne peut pas la lui enlever. Ouais. C'est la sienne. Il est le produit de la culture. La culture, oui. Voilà. Il est le vecteur de l'identité nationale. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Mais il faut réussir à lui donner une valeur économique. Et regardez, dans tous les centres historiques du monde que vous avez visités, vous avez quoi? Vous avez des populations qui vivent dans les étages, mais en rez-de-chaussée, vous avez quoi? Vous avez des boutiques, vous avez de l'artisanat, vous avez tous les produits du terroir. Oui. Et tout ça est vivant grâce à quoi? Grâce au tourisme. Oui. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas échapper, en tout cas que nous n'arriverons pas à préserver notre patrimoine sans avoir réussi à développer le tourisme. Que tourisme et culture et patrimoine sont totalement liés. Ils vont ensemble. Voilà, nous ne pourrons pas préserver notre patrimoine si nous ne développerons pas le tourisme culturel. Et si nous perdons notre patrimoine, nous allons définitivement perdre toute possibilité de profiter de la manne que constitue le tourisme. Le tourisme qui devient... Et ça c'est terrible, parce que je pense que dans les décennies à venir, l'Algérie va absolument avoir besoin. Aujourd'hui, on parle tous de diversification de l'économie, ben, ça en fait partie. Le tourisme culturel, c'est énorme ce que ça peut potentiellement représenter. Mais si on perd notre patrimoine, vous savez, le patrimoine, c'est l'image d'une ville, l'identité d'un pays. Visuelle d'une ville, elle passe par, c'est la première chose qu'on voit, par son patrimoine architectural. Si on laisse le patrimoine architectural disparaître, c'en est fini du potentiel que représente le tourisme culturel. C'est vrai, dernièrement, il y a eu tout un débat justement sur le tourisme et la culture. On revient à Yasmine Tarki, parce que vous êtes également directrice du Centre national du patrimoine culturel bâti en terre, qui est donc le Cap-Terre, qui est installé actuellement à Temimoun, dans la wilaya d'Adra, dans le sud-ouest. Parlez-nous un peu des activités du centre actuellement. Écoutez, cette année, on a beaucoup consacré de temps à la formation de nos architectes et de notre ingénieur. On a réussi à obtenir un partenariat institutionnel avec le Centre mondial de la construction en terre, Cratère, de Grenoble, où j'ai eu la chance d'être moi-même formée, dans le cadre d'un programme PROFA, c'est un programme de coopération algéro-français. Donc on a réussi à obtenir un projet de partenariat sur 3 ans. Cette année, c'était la première année, elle était consacrée à la formation. Donc pendant 6 mois, nos jeunes ont été formés, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, ça a pris beaucoup de notre temps. C'était vraiment 6 mois d'affilée avec des experts qui défilaient en permanence pour leur donner cette formation de spécialisation. Ça s'est fait, c'est un grand pas pour nous. Et puis en parallèle, on a continué quand même à développer les activités du Cap-Terre, notamment une activité importante parce qu'elle attire beaucoup de monde qui se tient une fois par mois, et puis c'est une activité totalement en lien avec justement la promotion du patrimoine. On organise des cours d'initiation à la sculpture murale sur argile. Vous savez qu'à Timimoun, vous êtes venu, vous avez vu le siège qui est le nôtre, l'Oasis Rouge, vous avez vu que les murs sont tapissés de bas-reliefs qui sont réalisés sur de l'argile. Et ces décorations murales, qui sont des décorations murales zénètes, donc berbères de Timimoun, du Gourara, nous avons la chance d'avoir 2 artisans que nous avons recrutés au Cap-Terre qui sont les spécialistes de ces décorations. Donc depuis cette année, on le faisait les années précédentes, mais à un rythme moins soutenu. Depuis cette année, tous les derniers dimanches du mois, on organise une formation d'initiation à la sculpture murale sur argile. Donc ça, c'est déjà une première activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lance un appel à candidature et qu'on reçoit des candidatures de tout le pays. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on prend 12 personnes par mois. Donc c'est pour une semaine ouvrable, du dimanche au jeudi, une fois par mois, les derniers dimanches du mois. Chaque fois, ces 12 personnes viennent de différentes wilayas. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est des gens de partout qui sont très intéressés par le matériau de terre et donc qui ont envie de s'initier à la sculpture. Donc ça, c'est une activité importante pour nous. Nous avons également développé pour travailler auprès des enfants, parce que c'est un vecteur très important de transmission
de la sensibilisation à la préservation du patrimoine. Nous avons, dans ce cadre, monté 2 ateliers pratiques de sensibilisation des enfants que nous avons organisés tous les mardis au niveau du RSAB de Timimoun. Donc tous les à l'intérieur du RSAB. Voilà, tous les mardis à l'intérieur du RSAB, il y avait 2 ateliers à 2 endroits différents que nous avons choisis pour des raisons logistiques, pour faire en sorte que tous les enfants de la ville de Timimoun puissent accéder facilement à ces ateliers. Et donc tous les mardis, il y a eu des ateliers de sensibilisation des enfants. On les a initiés notamment aux décorations murales, parce que ça c'est important, c'est vraiment de chez eux, mais également à faire des maquettes de maisons en terre, également à faire des adobes. Donc ça c'est vraiment un travail très important. Il y a eu également on a reçu énormément d'étudiants qui venaient avec leurs enseignants des départements d'architecture et même de génie civil, de plusieurs endroits dans le pays. On a reçu par exemple Blida, Béchar, Béjaïa, enfin on a reçu... Pour des formations. Oui, on leur organise des petites formations. C'est plus de l'initiation que de la formation, mais quand même, oui, c'est vraiment c'est un entre-deux, c'est des formations très courtes, 2-3 jours, qu'on organise à la carte, à la demande des enseignants des départements d'architecture ou de génie civil. Voilà, et puis bon, on reçoit au quotidien le grand public auquel on fait visiter on visite les lieux, puisque nous avons la chance d'avoir notre siège situé au niveau d'un monument historique qui est l'Oasis Rouge, remarquable, qui est un ancien hôtel, un ancien hôtel transatlantique, habité par des personnalités illustres par le passé. Effectivement, dont la fameuse duchesse du Luxembourg. Et donc voilà, donc tous les jours au quotidien, on reçoit énormément de visiteurs. Ça nous permet en même temps de promouvoir ce que nous faisons et l'importance de la préservation du patrimoine. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités au Cap-Terre. Et la population s'intéresse, les visiteurs, c'est des locaux ou c'est des personnes qui viennent dehors d'Adrar, Timimoun? C'est tout le monde. Au niveau, par exemple, pendant le SBOA, qui est un événement très important, à Timimoun, qui draine beaucoup de gens d'autres wilayas. C'est à l'occasion du Mouloud de Nabawi. Voilà, à l'occasion du Mouloud de Nabawi Sharif. Ça draine beaucoup de gens des wilayas du Sud. On organise des portes ouvertes au Cap-Terre justement pour pouvoir travailler avec ces populations-là. Et on a un monde fou, on a énormément de monde. Donc voilà, on organise... Là, par exemple, en ce moment, il y a une exposition sur les architectures contemporaines en terre au Cap-Terre. Donc voilà, il y a énormément... Le Cap-Terre est très actif, malgré, à mon grand malheur, un manque d'effectifs énorme. Vous êtes à combien actuellement? Quand on a commencé en 2014, j'ai recruté 12 architectes. Aujourd'hui, j'en ai plus que 7 sur 12. Et ça, c'est vraiment terrible. Ils sont partis, les autres? Oui, ils sont partis. Ils sont partis ailleurs parce que voilà, on les a formés, ils ont acquis des compétences. Beaucoup de portes se sont ouvertes et malheureusement, on en a perdu un certain nombre. Et malheureusement, on en a perdu de bons. Est-ce qu'il y a possibilité pour le Cap-Terre d'avoir par exemple des coopérations avec des universités, par exemple l'université algérienne d'architecture, etc., pour y ait plus de formation chez vous ou chez dans les universités? On a déjà des conventions avec des universités, par exemple avec l'université de Ouargla, le département de génie civil, par exemple. Voilà, je vous parlais des différents départements avec lesquels on travaille. Par exemple, on a une convention de coopération avec le département de génie civil de Ouargla. Donc non, rien n'empêche, au contraire, nous, on est absolument ravis. Notre travail, justement, consiste à promouvoir les architectures de terre. Donc on est toujours très heureux de le faire. On reçoit même, par exemple, des bureaux d'études privés qui ont envie d'utiliser ce matériau et qui nous écrivent pour nous dire on aimerait recevoir un minimum de formation et on leur organise pareil des formations à la carte. Donc vraiment, on est totalement ouvert à tous ceux qui portent de l'intérêt pour le matériau terre. Et le Cap-Terre est présent sur Internet, il a déjà, pour ceux qui veulent se renseigner, il y a une page Facebook. Oui, on a beaucoup, on est très suivi sur la page Facebook, en effet, et puis on met toute l'information qui concerne ce que nous organisons sur la page Facebook, donc oui. Et vous recevez des touristes étrangers? Oui, on en reçoit, après ils sont très peu nombreux, on sait très bien que le tourisme, malheureusement... a énormément régressé dans notre pays. Surtout dans le sud algérien. C'est assez terrible. Donc voilà, on en reçoit peu, mais on en reçoit. Et puis on reçoit également tous les gens des ambassades. On a beaucoup de visites des gens de la diplomatie étrangère en Algérie, etc. Oui, on reçoit beaucoup de monde au Cap-Terre. Vous savez, quand vous arrivez sur l'avenue principale de Timimoun,
vous ne pouvez pas n'avoir pas envie de rentrer à l'Oasis Rouge. C'est Ouais, un édifice remarquable remarquable, qui attire énormément. Et donc, quand vous voyez un édifice pareil, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça qui fait que tous les gens qui passent par Timimoun, à un moment ou à un autre, passent par le Cap-Terre. Donc, pour nous, c'est vraiment une force d'avoir... c'est pour ça qu'on a choisi pour siège l'Oasis Rouge. C'était absolument volontaire. Oui. Est-ce qu'il, pour terminer, est-ce qu'il y a une prise de conscience, pas politique, mais populaire, chez la population, pas uniquement à Timimoun, que l'architecture de la terre, c'est toujours mieux que le béton et que c'est possible? Parce que l'idée reçue, vous le savez, on en a parlé, Yasmine, plusieurs fois, c'est que les gens pensent quand il pleut, une maison en terre, elles fond. Absolument. Comment changer cette vision? Eh bien oui, mais ça, il faut la changer, cette vision. Et le Cap-Terre est né pour ça. Le Cap-Terre est né pour travailler sur la réhabilitation de l'image du matériau de terre. Ouais. Je disais, mais ça ne sert à rien de continuer comme on l'a fait au niveau du ressort de Bniabès, par exemple. Vous avez vu le résultat. À réhabiliter les centres historiques bâtis en terre tant qu'on n'a pas réhabilité l'image du matériau de terre dans l'esprit des gens. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine. De longue haleine. Je veux dire, quand on a créé l'établissement, le Cap-Terre, moi je disais c'est un travail d'1 à 2 générations minimum. Mais voilà, c'est pas parce que c'est un travail long qu'il ne faut pas le faire. On y croit, on sait que c'est le seul moyen de sauver notre patrimoine, de faire en sorte que cette image négative redevienne positive. Parce que vraiment, c'est un matériau qui a tous les avantages et que donc il faut absolument faire en sorte que cette image négative soit remplacée par une image positive. Mais voilà, c'est un travail de très long. Dans le monde, il y a beaucoup d'ailleurs dans les expositions que vous avez présentées, Yasmine Terki, à l'occasion du Festival Architecture, plusieurs fois, on a vu qu'il y a quand même des bâtisses, de très belles bâtisses, construites en terre et en pierre, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, en Chine, au Japon, en Corée, en Brésil, partout dans le monde. Dans le monde entier. Justement, parlez-nous un peu brièvement de ça pour que les gens comprennent aussi que l'architecture de terre, c'est aussi une architecture contemporaine. Ah oui, complètement, mais je dis, alors l'exposition est encore là aujourd'hui, c'est le dernier jour, mais les gens peuvent venir voir ces architectures de terre partout dans le monde. Ailleurs, les gens commencent à comprendre. Vous savez, en Occident, il y a un phénomène de retour à tout ce qui est naturel. Et le phénomène ne s'arrête pas à ce qui est alimentaire. Le bio, bio partout. C'est le principe du bio, exactement. Et justement, les matériaux locaux, ils ne les appellent plus les matériaux locaux comme nous, ils les appellent les matériaux biosourcés. Biosourcés, de sources naturelles. Voilà. Et évidemment, les matériaux biosourcés, c'est devenu le fin du fin. Ce qui est triste quand même, c'est que alors que c'était des matériaux qui étaient utilisés par tous, totalement, dont l'usage était totalement démocratisé, aujourd'hui, il est réservé à qui? Aux gens les plus riches, exactement comme le bio en termes alimentaires. On mangeait tous du bio pendant des millénaires. Un jour, on nous a créé les pesticides. On a commencé à nous rendre malades avec ces poisons. Et après, on nous a dit, attendez, mais on va vous refaire des choses naturelles, comme nos ancêtres en avaient fait pendant des millénaires. Mais c'est plus cher. Voilà, c'est plus cher. Le non-invasif en termes d'alimentation, ce qui ne va pas nous rendre malades, eh bien, il faut le payer au prix fort. Et c'est exactement pareil. Vision commerciale. C'est exactement pareil. Je veux dire, on commence à comprendre que les matériaux industriels posent, et c'est une réalité, des problèmes de santé publique. Regardez l'exemple que je cite souvent parce que c'est le plus connu de tous, celui du... comment s'appelle ce matériau l'amiante. De l'amiante, voilà. On a amianté massivement. Et puis cancérigène. On nous a dit, attention, attention, cancer, il faut désamianter. Et après avoir payé l'amiantage, on paye le désamiantage. Oh, il y a machia. Il y a toujours des calculs économiques commerciaux derrière, mercantilistes. Aujourd'hui, vous verrez que dans quelques décennies, on va nous dire il faut décimenter. Parce que le ciment, c'est mauvais pour la santé. La majorité, il ne faut pas se leurrer, la majorité des produits industriels sont d'une manière ou d'une autre nocifs pour la santé. Après, c'est vrai qu'ils sont dans notre vie quotidienne. Moi, tous les matins, je me lave les cheveux avec un shampoing. Je consomme certains produits de l'industrie agroalimentaire, même si j'essaie de faire en sorte d'en consommer le moins possible, etc. Mais nous sommes, d'une manière ou d'une autre, en contact permanent avec ces matériaux. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut s'éviter. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'habiter une maison en terre. À Timimoun. Oui, à Timimoun. C'est au niveau de la sensation.
c'est quelque chose de Autre chose, ouais. Mais on ressent, on éprouve un bien-être, un calme, une sérénité qui est absolument extraordinaire, que vous n'aurez jamais dans une maison en béton. En béton. Il y a un malaise dans une maison en béton. Une dalle de sol. Oui, voilà. Parce qu'on adore les dalles de sol en Algérie. Oui, je sais. C'est l'amour de la dalle de sol chez nous. Ouais. Yasmine Tarki, on comprend bien que nos téléspectateurs, internautes, auditeurs également, lecteurs, parce que maintenant c'est le multimédia, ont bien compris que Yasmine Tarki est une grande passionnée de l'architecture de terre. Une petite dernière question. Du patrimoine également culturel. Le festival Architerre peine à trouver des financements, des sponsors. Est-ce qu'il va continuer dans le futur? C'est une aventure. Ça j'ai pas de certitude. Après, j'ai beaucoup d'espoir. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Et donc, je garde l'espoir que le ministère de la Culture recommence à donner une dotation, fût-elle minime, à Architerre pour qu'il puisse continuer à travailler. Parce que je pense vraiment, c'est pas que je pense, c'est que j'ai la certitude que la mission d'Architerre est une mission de service public. Ouais. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore le mécénat culturel n'est pas encore suffisamment développé pour pouvoir espérer trouver des mécènes pour un festival qui s'occupe de promouvoir le patrimoine. Donc voilà, je garde bon espoir que le ministère recommence à financer Architerre et qu'Architerre continue à faire le travail d'une importance majeure. Et les sponsors également, ils devraient peut-être... Avec un immense plaisir. Ouais, parce évidemment, nous sommes totalement ouverts à toute aide. Merci beaucoup Yasmine Tarki. Je vous rappelle que vous êtes architecte spécialisé en patrimoine. Également, vous êtes commissaire du Festival international d'architecture de terre, qui se termine aujourd'hui à la SAFEX, à la faveur du Bâtimatec. Et également, vous êtes directrice du Centre national du patrimoine culturel bâti en terre qui est à Temimoun. Vous pouvez consulter sa page Facebook, vous pouvez avoir beaucoup d'informations, vous pouvez également le visiter parce que Temimoun, l'Oasis Rouge, qui est dans la wilaya d'Adrar, dans le sud-ouest algérien, est une belle région aussi. Merci Yasmine. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sera, mesdames, et messieurs, dimanche prochain avec un autre débat. Cette fois-ci, on va parler de la culture. Au revoir et bon week-end.